Donc, si je crois que je ne suis pas capable de gagner plus, je ne vais jamais aller négocier mon salaire. Comme tu viens de dire, effectivement, on est beau de dire qu'il n'y a pas de différentes hommes-femmes, etc. Si, il y a des différentes. N'importe quelle problématique financière, type découvert, etc., la plupart du temps, c'est les symptômes de quelque chose. C'est pas les découvertes qui a les problèmes. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a toujours une période dans la vie où on rencontre des difficultés financières plus ou moins sérieuses, à la suite d'une séparation, d'un changement professionnel, d'un pépin de santé. On se rend compte alors de l'importance d'anticiper, de planifier et d'optimiser son train de vie pour l'adapter aux revenus que l'on est en mesure de générer à l'instant T. Pour ma part, c'est ma reconversion dans l'entrepreneuriat qui me pousse à réfléchir à une meilleure planification budgétaire face à une base de revenus devenue moins prévisible. Pour nous aider à nous poser et réfléchir à ces sujets en cette fin d'année, période propice pour le faire, j'ai le plaisir d'accueillir Katia sur le podcast cette semaine. Katia est coach en finances personnelles et passionnée par son sujet. D'origine biélorusse, Katia part découvrir le monde à 17 ans avant de s'installer en France, sa terre d'adoption. À son arrivée, elle crée 2 business qu'elle revend et commence ensuite à investir massivement tout ce qu'elle peut. Un parcours donc déjà bien rempli qui lui donne une ouverture d'esprit intéressante sur les aspects finances perso. Au cours de la conversation, on apprend quelles sont les difficultés financières généralement rencontrées, découvert, endettement, changement de situation et comment y faire face. Quel horizon adopter dans la planification de son budget et pourquoi la plupart des gens se trompent à ce sujet. Pourquoi les dépenses de sortie au resto ne sont pas les premières à régler quand son budget dérape. Quels sont les mécanismes psychologiques qui peuvent nous plonger dans les difficultés financières ou nous aider au contraire à en sortir. Quels biais caractérisent les femmes qui investissent? Tu trouveras plein de conseils sur comment reprendre tes finances en main sur cet épisode. D'ailleurs, si tu apprécies l'approche de Katia et que tu souhaites qu'elle t'accompagne, je t'ai dégoté 5% de réduction sur un de ses programmes si tu utilises le code promo PACO. Tu trouveras mon lien affilié dans les notes de l'épisode. Avant de démarrer, un grand merci à Grégory pour son avis enthousiaste sur Apple Podcast la semaine dernière. Si toi aussi tu apprécies le contenu que je t'apporte ici, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi sur des partages sur Instagram, LinkedIn ou des avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître. Allez, sans plus attendre, on plonge dans la gestion de ton budget avec Katia. C'est parti. Salut Katia, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut, très ravie d'être là. Merci beaucoup à toi aussi. Ça fait plaisir de pouvoir enfin discuter ensemble, parce que c'est vrai que tu es dans cet univers-là des finances perso depuis sûrement plus longtemps que moi en fait. Donc c'est quand même cool. Mais ça commence à dater, en effet. Est-ce que tu voudrais du coup te présenter pour les personnes qui peut-être te connaissent pas encore? Bah écoute, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Katia Finance, coach en finances personnelles. Et du coup, j'aide les femmes à prendre en main leurs finances personnelles et commencer à investir. Donc, j'interviens à plusieurs niveaux. Premier niveau étant, entre guillemets, sortir des cacas financières. Donc, on va régler tous les problèmes type découvert, dette, manque de gestion, dépenses émotionnelles, jusqu'à les niveaux qui tout est OK. Et à partir de ces niveaux-là, on va aller plus vers l'investissement. Donc, on va discuter c'est quoi les bons épargnants, à partir de quel moment on veut investir, où est-ce qu'il y a investir, etc. Donc, voici qu'est-ce que j'ai fait à jour. J'ai déjà accompagné plus de 900 femmes au total. J'ai une communauté de 25 000 personnes. Il n'y a pas que des femmes dans la communauté d'ailleurs. J'ai sorti 2 ouvrages sur les gestions de budget qui étaient achetés, je crois, à plus de 12 000 exemplaires. Et je fournis régulièrement les outils gratuits pour les meilleures gestions des finances personnelles et investissements qui ont été téléchargés de plus de 40 ou 50 000 fois, je crois. Donc, ça commence à prendre de l'ampleur importante et surtout que les sujets me passionnent depuis des années. C'est super. Écoute, tel que tu le dis, en tout cas, on sent qu'il y a vraiment la passion derrière. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, ça tombe bien parce que je voulais justement te parler du sujet, remettre ses comptes sur les rails et son esprit sur les rails en termes d'épargne, de sortir des difficultés pour obtenir un peu une sérénité financière derrière. Donc, c'est tout à fait trouvé. Peut-être juste avant de lancer vraiment le sujet, est-ce que tu pourrais juste présenter un peu justement ton parcours et en fait justement cette intimité que tu as vis-à-vis du thème des finances perso, comment tu en es venu là par rapport à ton parcours aussi et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ok,
C'est que assez atypique, c'est que les sujets me passionnent depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à dévorer tous les livres. Je crois que Père riche, Père pauvre, je l'ai lu la première fois à 15 ans en russe et depuis je l'ai lu en français et en anglais plusieurs fois. Donc pour moi, c'était juste les sujets qui m'appassionnaient. Mais à l'époque, j'habitais en Biélorussie, donc c'était absolument inaccessible d'imaginer qu'un jour, je vais investir en bourse immobilière. C'était les grands mots, tu vois, c'était absolument impossible. Donc, c'est les sujets qui sont devenus en passion. Et depuis, j'ai quitté Biélorussie à l'âge de 17 ans. Je voyageais un peu partout dans le monde. J'ai étudié en Lettonie, République tchèque. J'ai travaillé aux États-Unis, en Grèce. Je voyageais dans plus de 35 pays. Avant de m'installer en France, c'est en France que j'ai commencé à investir. C'est en France que j'ai lancé les 2 startups que j'ai revendues par la suite. C'est en France que j'ai fait également les carrières en informatique, donc les fameux CDI qui nous permettent d'investir en immobilier. C'est hyper pratique quand même. Voilà, les sujets qui m'appassionnaient depuis toujours. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Ça fait plus que 4-5 ans, je crois. Plus que 5 ans déjà. Que j'ai fait Kata Finance, je commençais à en parler assez rapidement. J'ai eu des dizaines de milliers de femmes qui ont commencé à me suivre et avec qui on a commencé à discuter. Et du coup, l'activité Kata Finance, il était né. Donc, au final, c'est un mariage entre les passions personnelles et tous les, tu sais, les heures et les heures que j'ai passées pour chercher l'information, appliquer l'information, etc. Et les business sur les marchés. Parce que à l'époque, j'étais les seules d'en parler librement sur Instagram. C'était tu vois, les gens n'imaginaient pas, il a 5 ans, qui est sur Instagram pour avoir les comptes éducationnels, éducatifs, Ouais. qui va éduquer en tout cas les gens. Voilà un peu les parcours, voilà un peu les passions. Pour moi, finance, c'était le seul moyen de partir des Biélorussie parce qu'on parle des pays où 5 euros, c'est les dîners pour deux. Ma famille, clairement, n'a pas eu les moyens pour me payer les études, donc il fallait se débrouiller, il fallait trouver les moyens de partir. Donc, j'ai obtenu les bourses, des études, etc. Et après, il fallait trouver les moyens pour vivre confortablement et avoir des moyens pour investir. Du coup, tu vois, encore une fois, les passions, elles étaient utiles parce qu'il fallait se débrouiller toute seule. Et alors, sur ton histoire personnelle, tu disais que tu étais partie boursière, donc tu as obtenu une bourse d'études en France et ensuite tu as obtenu ça a été compliqué d'obtenir un travail ici en France. Comment ça s'est passé ça? Alors, d'abord, j'ai obtenu la bourse d'études en Lituanie pour les collèges américains. Donc, c'est les bourses qui m'ont payé et les études et les logements. J'étais parmi les 5 personnes seulement, je crois, qui ont obtenu cette bourse-là. C'était, voilà, c'est que me permettait de partir des chemins et étudier dans les pays qui n'est pas Biélorussie. Après, j'ai obtenu la bourse d'études en France. Encore une fois, j'étais parmi les 3 étudiantes étrangères seulement qui a réussi à obtenir cette bourse en France. Je voulais vraiment débattre son dossier et avoir les persuasions que ça vaut le coup. Et c'est pour ça que je pouvais aussi venir en France, parce que payer les études et payer le logement, etc., c'était hors des questions pour ma famille. Et après, j'ai trouvé le travail assez rapidement. J'ai envie de dire qu'on n'a pas trop le choix. Tu sais, en bouche. Du coup, les travails, je l'ai trouvé assez rapidement. C'était les travails en anglais et en russe, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas français. Les 3 premières années que j'étais en France, j'ai mis le temps pour apprendre la langue, etc. Et ensuite, assez rapidement, je commençais à monter les échelles au travail. J'étais dans les digitales, dans l'informatique, donc je suis devenue chef des projets, directeur des programmes. Et tout en parallèle, je voyais que c'était pas suffisant pour moi. Tu vois, c'est un petit sentiment que salariat, c'est bien, mais ça va pas durer toute ma vie là. Donc, tout en parallèle, les premières startups que j'ai lancées, c'était pendant les études. Les deuxièmes startups, c'était lancé en parallèle de mon CDI. Et petit à petit, voilà, ça se développait. Après, c'était l'investissement. Et après, c'était l'activité Kata Finance. Et enfin, j'ai quitté les CDI pour me lancer chez Kata Finance à temps plein. Ouais, donc tu as une expérience aussi enfin plus dans l'entrepreneuriat à l'origine qui t'a permis aussi d'avancer parce que l'idée d'aller dans le thème de l'investissement pour par exemple souvenir à ses besoins en disant c'est en investissant que j'aurai un capital suffisant pour moi-même me développer dans un nouveau pays comme ça et y rester, c'était pas forcément celui-là, c'était plus le sujet t'intéressait et en parallèle tu as développé des entreprises et voilà des projets à côté, quoi. C'est un peu l'idée, ouais.
Investissement, c'était plus éviter les misères dans le futur. Parce que si tu vas pas investir, si tu vas pas utiliser tous les leviers aujourd'hui, tu sais, à la retraite, je vais faire quoi? Parce que on ne sait pas dans quel pays on va être, on ne sait pas comment le système va tourner. Donc, à la base, l'investissement, c'était plus pour sécuriser les futurs pour moi. Tandis que l'entrepreneuriat, c'était à la fois la passion, parce que je trouvais quand même le temps pour le faire et l'énergie pour le faire en parallèle des CDI. On sait très bien qu'est-ce que ça demande en termes d'investissement personnel. Et en plus, salariat, c'est bien. Je ne suis pas en train de cracher sur le salariat. Loi des seins, c'est stable, on sait combien on va gagner, c'est très bien. Mais quand je voyais mes collègues qui sont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus que moi, là, je dis, c'est ça ma vie dans 20 ans, c'est ça ma vie dans 30 ans, tu vois, la vie n'a pas très différente. Et après, peu importe qu'est-ce que je faisais, je voyais cette seuil que je ne pouvais pas dépasser au niveau des revenus. Parce que tu peux être les meilleurs, et c'était mon cas. Les seuls moyens, c'est changer les travails, changer l'entreprise chaque 3 ans, chaque 2 ans, ou aller vers les top niveaux de management, ce que je ne voulais pas faire. Je montais au bout d'un moment dans la gestion d'équipe des 80 personnes. C'est fatigant, c'est épuisant. Tu vois, je ne veux pas être manager des centaines de personnes pour toucher 1 000 € de plus, 500 € de plus. Donc, en fait, les efforts et l'implication versus les gains, pour moi, c'était non. Et salariat, et c'est pour ça aussi que je dis que entrepreneuriat, en fait, ça t'ouvre cette porte potentiellement de gagner plus. On dit potentiellement parce qu'il y a des risques associés, mais en tout cas, tu as plus des... Tu ne veux pas dire que tu es dépendant de quelqu'un d'autre, en fait. Si tu as échoué, c'est toi qui as échoué. C'est toi qui n'as pas réussi. Mais si tu vas réussir, du coup, tu as beaucoup plus de revenus et potentiellement plus de patrimoine derrière. Complètement, ouais. Ouais, tu as l'upside, quoi. Tu peux pas être t'as pas de garantie en dessous, mais tu n'as pas de plafond au-dessus, quoi. Donc, mais attention, oui, on est d'accord que voilà, il a beaucoup de risques, il a une stabilité, etc. Et il a un coût derrière. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que je n'ai pas essayé. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, carrément, carrément. Juste sur ton parcours, ton profil aussi d'investisseuse, du coup, est-ce que tu peux commenter un peu sur justement ces 2 startups que tu as créées et que tu as revendues, les circonstances, dans quoi c'était, et est-ce que ça t'a permis d'apporter du capital qui ensuite alimentait en fait ton parcours dans l'investissement, ou c'était ou pas du tout, ouais. Les reventes de startups, à l'époque, ça m'a permis de financer le logement et voilà, tout ce qui se vient avec. Parce que la première startup, c'était autant quand j'étais étudiante. En fait, j'ai assez rapidement, c'était avant Airbnb en France. J'ai vu déjà les demandes des touristes qui ont été russophones ou voilà, anglophones de louer les logements à Paris avec les propriétaires de logements francophones qui ne parlent pas anglais. Donc moi, j'ai créé un équivalent des Airbnb à l'époque, où je mettais en lien, en fait, les propriétaires francophones avec les touristes étrangers. Et je faisais en sorte des connexions entre les deux. Et pour faire cette connexion et aider à louer le logement, je prenais les commissions au passage. Donc, c'était avant Airbnb. Je la faisais pendant plusieurs années, pendant mes études. À l'époque, je ne parlais pas français encore. J'étais à l'université, donc ça me permettait de payer toutes mes sorties, payer tous les extraits, etc. Et argent. Et après, pour l'histoire, j'ai vu dans les communiqués de presse quelque part aux États-Unis que Airbnb vont traduire leur site bientôt en français et en russe. Et donc là, c'était en mode, OK, je ne veux pas faire des compétitions Airbnb, donc j'ai vendu les startups et ça me permettait en fait, de découvrir les coûts pendant encore 1 an, tout ce qui est logement, nourriture, etc. Les deuxièmes startups, c'était différent. C'était à partir des vrais problèmes que j'ai rencontrés. Là, je vais parler aux femmes. Il fallait prendre les rendez-vous pour les salons de beauté, pour faire les manicures, pour faire l'épilations, etc. Or, à l'époque, il n'existait pas une plateforme qui nous permettait de faire ça en ligne, une sorte de docteur libre pour les médecins. Or, c'était pour les salons des spas, manicures, etc. Et chaque fois, il fallait appeler, les filles venaient nous rappeler plus tard, trouver les temps, etc. Donc, c'était hyper chiant. Et comme j'étais dans l'informatique, les premières questions que je me posais, pourquoi il n'y a pas de moyens d'automatiser tout ça, en fait, de faire tout ça en ligne? Et on a commercialisé ça auprès des salons, des esthéticiens. Et du coup, pareil, ici, j'ai vendu parce que
c'était important pour moi de demander la naturalisation. Donc, il fallait avoir quelque chose de stable et il fallait un CDI. Donc, j'ai décidé de sortir de cette start-up et plutôt aller vers les CDI à salariat qui est plus stable. Et du coup, voilà, donc j'ai vendu la deuxième start-up comme ça. Et le produit de ces deux ventes, c'était donc que tu disais plus pour couvrir tes besoins courants, mais ça à l'époque, oui. Ouais. À l'époque, on ne parlait pas, même si je voulais les faire, mais on parle des étudiantes qui n'ont pas de nationalité, qui ont juste les visas d'études en France, absolument zéro possibilité pour les parents d'aider, etc. Donc, pour moi, c'était plus pour avoir cette capitale au cas où. Et c'est que au moment où j'ai obtenu les CDI, les CDI, je l'ai eu toujours, mais que j'ai décidé de me lancer en CDI et vraiment sortir des startups, augmenter mes revenus, c'est là où je commençais à investir en immobilier. Donc là, je me sentis suffisamment stable pour m'engager et commencer à investir. Et encore, tu vois, même si j'ai investi en immobilier, j'ai commencé par l'investissement de murs de commerce qui sont déjà loués. Donc, ça veut dire que je choisissais les murs de commerce où il y a des business qui sont déjà sur place, qui payent déjà les loyers. Donc, j'ai les historiques de business. Je sais combien je gagne chaque mois. Donc, c'était l'investissement clé en main, entre guillemets, parce que je n'avais même pas eu besoin de chercher un locataire ou négocier quelque chose. Donc, tu vois, histoire personnelle, c'était l'investissement hyper sécurisant. Malgré tout, il était hyper rentable également. Mais j'ai commencé par ça avant d'aller vers l'investissement plus risqué où je pouvais me permettre tout simplement. En immobilier, du coup, tu as fait cette opération-là au tout début sur les locaux commerciaux déjà loués. Et après, tu es parti sur plus du locatif, de la LCD. C'était quoi ensuite? Ensuite, c'était un deuxième local commercial. Ensuite, c'était un appartement en location nue. Et ensuite, j'ai fait tout un saut sur la partie crypto, bourse, etc. Bourse, c'était déjà là, mais j'ai investi massivement. Ensuite, c'était les private equity. Et ensuite, c'était l'immobilier à l'étranger. Donc là, actuellement, je suis en train de vendre en partie de mon parc immobilier pour investir en immobilier à l'étranger. D'accord, donc tu as quand même testé pas mal d'actifs, finalement, de supports d'actifs différents jusqu'à aujourd'hui, quoi, finalement. Oui. Ça t'aide aussi quand tu accompagnes justement les personnes à redresser un peu leurs finances. Est-ce que ça t'aide d'avoir cette vision-là? Tu le fais aussi pour ça, pour savoir de quoi tu parles, ou tu le fais vraiment dans un but de croître dans ton patrimoine? Moi, je fais ça pour moi, soyons honnêtes. Ça m'intéresse et c'est les passions, donc je voulais les faire. Mais bien évidemment, en parallèle, ça m'aide parce que je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a certains types d'investissements que je connais qu'en théorie. Par exemple, SCPI, je n'ai jamais fait. Donc, je vais être très ouverte et je vais dire directement à toutes les personnes que j'accompagne que, attention, je n'ai pas fait, mais voici les parties théoriques. Tandis que les parties que j'ai fait déjà, tu sais, c'est un peu plus simple de parler. Mais, petit aparté, quand je travaille avec les femmes que j'accompagne, peu importe les types d'investissement, en fait, on revient toujours sur quel est ton objectif, quelle est ta version à risque, quelle est ta personnalité. Donc, peu importe qu'est-ce que moi je fais et mes connaissances, on se base toujours sur les personnes en face. Les personnes en face, c'est quoi ton objectif? C'est quoi les capitales disponibles? C'est quoi les capacités d'empreinte? Qu'est-ce que tu es prête à faire, etc. Donc, on choisit toujours l'investissement en fonction des personnes en face et pas en fonction de notre propre expérience. Oui, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai qu'il faut différencier les deux parce que sinon, voilà, chaque situation est différente, chaque objectif est différent. Non, t'as bien raison et c'est très pro pour toi. Oui, parce qu'actuellement, je m'amuse complètement avec l'investissement à étranger. C'est pas les typologies d'investissement que j'aurais dire à essayer à la plupart des femmes que j'accompagne en crypto, par exemple. C'était un passage très intéressant, mais encore, tu vois. Oui, bien sûr. Tu peux te permettre aussi d'être un peu plus aventureuse parce que tu as sécurisé la base de ton côté. J'imagine que c'est pas le cas de tout le monde. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur le thème de ce que je te propose de discuter aujourd'hui. Et comme tu as beaucoup d'expérience au travers d'accompagnement de personnes qui veulent justement reprendre en main leur situation, et je voulais parler avec toi de ces situations peut-être où on est en difficulté financière et si tu pouvais nous donner aussi, nous dresser peut-être un tableau donc on n'a pas forcément l'habitude forcément d'entendre dans les médias trop souvent, mais voilà, quel type de difficultés financières on peut
on peut affronter et de quelle manière s'en sortir pour après commencer à investir, parce que c'est plutôt l'étape d'après. Mais d'abord, quel type de difficultés financières tu as vu peut-être pour commencer, et quelles ont été peut-être les origines, les causes de ces problèmes? J'adore à donner l'exemple qui n'a rien à voir avec les finances parce que c'est plus parlant. Les difficultés financières, c'est comme dire j'ai été malade. Et les maladies, on peut voir des milliers et des milliers. Donc, c'est la même chose pour les difficultés financières. Entre guillemets, chacune son propre misère. Les femmes que j'accompagne, ça peut être les cas plus graves ou moins graves. Il ne faut pas croire que j'accompagne que les gens qui n'ont pas de moyens. Au contraire, j'accompagne que les gens qui ont des moyens, parce que les gens qui n'ont pas de moyens, eux, ils savent compter à 1 euro près combien ils dépensent où. Mais principalement, découvert, endettement, surendettement parfois, manque d'épargne, manque de visibilité niveau financier, changement de la situation. Madame ou monsieur ont décidé de changer les métiers, ont parti en formation. Donc, bam, baisse des revenus qui tout de suite crée des problèmes dans les finances des foyers. Dépenses émotionnelles, histoire familiale, etc. Donc, les typologies de problèmes, on peut en avoir des milliers et des milliers. Et chacun va avoir sa propre définition aussi des problèmes. Qu'est-ce qu'on appelle un problème? Est-ce que c'est au moment où on a découvert ou est-ce qu'au moment où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe? Donc, pour te donner l'exemple, par exemple, je vais accompagner beaucoup de femmes ou même des couples qui gagnent bien leur vie. Donc, techniquement, sur papier, tout va bien. Or, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les finances. On ne sait pas combien on dépense, on ne sait pas combien on épargne, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, c'est aussi une problématique financière. D'où le fait que, je vais te dire en secret, j'ai une éducation en psychologie et en marketing et en finance. Alors, mon éducation en psychologie m'aide beaucoup plus d'accompagner les gens que n'importe quelle éducation en finance, marketing, compta. Parce que la plupart du temps, quand on travaille avec les gens en finances personnelles, tu as bien l'élément personnel. Donc, 80% des cas, on travaille avec la tête. Il a quelque chose. Il a des croyances, il a manque de confiance, il a peur, émotion, etc. D'où viennent les problèmes. Et que peut-être 10-20% restants où vraiment les problèmes, c'est avec les chiffres. On va vraiment faire quelque chose par rapport aux chiffres. Donc, les problématiques, c'est hyper varié. Et du coup, chaque problématique, on a notre propre solution. D'où le fait que c'est compliqué à dire, fais que ça et tu vas comprendre. Mais si je veux quand même donner un conseil, je veux vous aider. J'ai envie de dire, les premières choses pour reprendre en main vos finances personnelles et comprendre d'où vient votre problème, c'est faire les budgets annuels. Tous les accompagnements que je fais, peu importe les problèmes, les premières choses qu'on fait avec tout le monde, on fait les budgets annuels. Pourquoi? Tu ouvres ton année et tu notes ton budget. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu as de dettes, combien tu as l'épargne, quelles sont des dépenses fixes, etc. Pour faire ce tableau, tu vas être obligé d'aller chercher l'information. Aller chercher l'information, c'est tout simplement combien je gagne. Il y a beaucoup de clients qui ne savent pas même combien ils vont toucher, surtout avec les revenus qui sont fluctuantes ou si quelqu'un va toucher les commissions qui n'est pas pareil chaque mois. Combien est-ce que je dois mes dettes? Combien est-ce que j'épargne? Quels sont les différents types d'épargne que j'ai en place ou il faut mettre en place pour prévoir les différentes dépenses plus tard? Et du coup, le fait de structurer ce tableau, en fait, déjà, tu vas aller chercher les chiffres, tu vas te projeter à 1 an à venir. Et là, tu vas voir d'où viennent les problèmes. Là, avec ce tableau, tout de suite, tu peux voir, par exemple, endettement trop important par rapport à nos revenus. Ou par exemple, 0 épargne. Mais là, c'est les red flags. Donc, tout de suite, on va voir que ça ne va pas. Ou par exemple, dépenses, ça prend 80% de mon revenu. Donc, on dépense trop par rapport à ce qu'on gagne, par exemple. Donc ça, c'est les manières, entre guillemets, j'ai dit parce qu'il faut quand même aller chercher l'information, c'est les manières les plus simples de trouver d'où viennent les problèmes dans votre cas. Tu parlais que c'est le psychologique qui a un poids beaucoup plus important qu'on le pense dans les problèmes. Est-ce que par là, tu entends que c'est le psychologique qui entraîne la plupart du temps des causes des irrégularités, des déséquilibres qui ensuite entraînent les problèmes, ou est-ce que c'est le psychologique qui est tellement fort qu'il nous fait croire qu'on a des problèmes que finalement on n'a pas autant qu'on pourrait le penser?
Ça peut être les deux. Mais en soi, les croyances vont impacter ce qu'on pense. Ce qu'on pense va impacter les actions. Et les actions, tu vas avoir les conséquences. Donc, si je crois que je ne suis pas capable de gagner plus, je vais jamais aller négocier mon salaire. Non, je vais finir avec les salaires qui n'est pas très important. Si je crois que je ne peux pas investir, je vais jamais aller me former sur l'investissement. Je vais jamais investir. Ou par exemple, les cas beaucoup plus extrêmes, on parle des émotions, des peurs. Je vais te donner les cas que j'adore, en fait. Je trouve que c'est vraiment parlant. J'ai une cliente qui augmentait les revenus x3 en 3 semaines. Tu vois, c'est un peu les titres qui attirent et disent « Wow !» Tu vois, wow, c'est génial. Venez chez moi, je vais vous augmenter votre revenu x3. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, on commence à travailler avec cette cliente qui est médecin libéral des mémoires ou qui est aide-soignant. Bref, profession médicale. Désolée, je n'ai pas les détails en tête. Et on commence à travailler, pareil, avec le budget annuel. On voit que par rapport aux revenus, elle dépense beaucoup trop. Donc, c'est pour ça qu'elle est à découvert, parce qu'on n'a pas suffisamment des revenus. On commence à creuser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suffisamment de revenus? Parce qu'on voit les professions médicales, je m'attendais d'avoir un peu plus au niveau des revenus. Là, c'était pas suffisant. On commence à travailler, on commence à poser les questions, qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte que, surtout c'est elle qui se rend compte, que elle travaille beaucoup avec les personnes âgées. Donc, chaque fois qu'elle va avoir les rendez-vous avec les personnes âgées, derrière, elle ne va pas facturer. Parce qu'ils se sentent mal de facturer les personnes âgées. C'est comme si tu vas mentir, comme si elle va demander effort financier à la personne qui est faible. Tu vois, c'est ce sentiment que je me sens mal à l'aise de facturer. Et du coup, les fait, il n'a pas facturé. Or, la majorité des patients étaient les personnes âgées parce que c'est déplacé à domicile assez souvent pour les personnes âgées. Donc là, tu te manques des revenus qui est énorme. Et du coup, on travaille sur la partie aspect psychologique. Ça n'a rien à voir avec les revenus, les dettes, etc. On travaille sur cet aspect pourquoi je me sens mal à l'aise de facturer. Et on essaie de débloquer cette croyance, de dire que tu n'es pas en train de demander quelque chose. Déjà, c'est la sécurité sociale qui paye, c'est pas eux. Attention, c'est la mutuelle qui, voilà, tu vas demander l'effort, etc. Ok, tu te sens stressé toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Tiens, tu peux prendre un assistant qui va facturer à ta place. Et comme on peut aller chercher les facturations en 3 ans derrière, comme on a revu toutes les facturations qui n'ont pas été faites, déjà, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en plus, il a fini par prendre une assistante qui écrivait les factures. Donc, elle a commencé à facturer ce que là était dû. Donc, tout de suite, on a augmenté les revenus x3, x4. Donc, c'est un exemple parfait de dire que rien à voir avec les finances. Tu peux avoir des émotions, tu peux avoir des croyances, tu peux avoir des blocages. Il peut y avoir quelque chose derrière qui va affecter ton appartement, qui va affecter combien tu auras à la fin du mois. Ah, c'est intéressant. Et quand tu appliques notamment l'introspection, enfin la réflexion, et notamment en introduisant ce budget annuel plutôt que mensuel, quels sont les principaux déséquilibres que tu remarques et les causes que tu remarques? Est-ce que, comme on peut le penser, on va trop au restaurant, on a trop de café, ou ça c'est vraiment juste finalement l'arbre qui cache la forêt? Il y a d'autres racines plus profondes et plus répandues en fait qui causent les problèmes en général. D'ailleurs, ça va être très, très, très rare que je vais avoir les cas où quelqu'un qui va vraiment trop au restaurant, parce que c'est les dépenses qui est évident. Donc, si on sent que quelque chose, ça va pas au niveau des finances, c'est la première chose qu'on va faire, on va couper cette typologie des dépenses. La plupart du temps, c'est tout simplement le manque de visibilité. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, les finances, c'est les boîtes noires, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça fait trop peur, donc je préfère de ne pas regarder. Je fais les politiques de autruche. Donc déjà, assez souvent, quand on va faire les budgets annuels, bonne surprise, ça va. On n'a pas autant de problèmes. Donc déjà, ça soulage. Mais après, si je dois te parler des peut-être top 3 des erreurs que je vois souvent, ça va être le manque d'épargne. Donc dire épargne, on n'a pas ni épargne de sécurité, ni épargne de provisions pour les projets qui vont venir plus tard ou pour les dépenses importantes qui vont venir plus tard, type vacances, achat d'une voiture, rentrée scolaire, budget annuel, etc. Donc, épargne, c'est souvent négligé. Épargne, c'est assez souvent, j'épargne ce qu'il me reste à la fin du mois
Or, il faut faire l'inverse. C'est d'abord j'épargne, ensuite je vis avec ce qu'il me reste jusqu'à la fin du mois. Donc, les numéros 1, c'est les manques d'épargne. Les numéros 2, c'est les dépenses cachées. Qu'est-ce que je veux dire par caché? Aux dépenses qui ne sont pas comprises, aux dépenses que on est délicieux. Par exemple, je pense que je dépense en alimentation 500 € par mois. J'ai fait mon budget et je me rends compte que c'est 1000. C'est pas parce que je ne sais pas compter, mais j'ai gardé les chiffres d'il y a 5 ans. J'ai oublié que les dépenses ont changé. Ou par exemple, alimentation, ça revient souvent, très souvent. Je prends en compte que les dépenses que je fais chez Leclerc ou Carrefour une fois par semaine. Or, j'oublie que chaque dimanche, je fais les marchés. Je vais aller chez les posonniers, je vais aller chez les boulangers, acheter les viandes en plus. Et potentiellement, je suis abonnée en service de livraison des repas ou quelque chose en plus qui, en fait, on ne va pas faire l'addition entre tous les services, tout simplement. Et du coup, on a cette chiffre qui est faux au final, parce qu'on n'a tout simplement pas fait les démarches de regarder. Ou d'autres typologies de dépenses cachées ou mal compris, ou les dépenses avec les idées reçues. C'est par exemple, je ne me rends pas compte combien je dépense pour mes enfants. Là, j'ai souvent comme cas, par exemple. Donc, je fais un peu les achats des vêtements, je fais un peu des dépenses plaisir, et chaque fois, c'est 5 € par-ci, 10 € par-là, 20 € par-ci, 30 € par-là. Or, c'est pas que moi qui dépense, c'est aussi mon conjoint. Or, on ne fait pas l'addition des deux. Or, on va sortir, etc. Donc, on ne se rend pas compte tout simplement des en total par mois. Ou par exemple, les dépenses santé. Je pense que je vais être remboursée le mois d'après, mais je ne me rends pas compte que je suis en train d'avancer les frais ces mois-là. Et c'est ça qui fait que, à la fin du mois, je n'ai pas suffisamment des soldes positifs sur mon compte. Donc, c'est toutes les typologies des dépenses que chacun va avoir cette typologie des dépenses à elle ou à lui. Mais c'est juste que je n'ai pas pensé, je n'ai pas vraiment calculé, je n'ai pas compris, je ne me rendais pas compte. Donc ça revient beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et tu vas être surpris avec les troisièmes. Les troisièmes, c'est je ne sais pas combien je gagne. Ça revient très souvent. C'est vrai. Bien évidemment, à l'exception de tous les gens qui sont en CDI, parce que c'est plus ou moins clair combien on touche chaque mois. Et encore, beaucoup des clients commerciaux, profession, on va toucher les commissions, etc. Donc, je sais plus ou moins combien je gagne fixe, mais c'est la catastrophe pour la partie variable. Ou peut-être ça va arriver chaque 3 mois, chaque 2 mois. Est-ce que j'ai une CAF que je touche? Est-ce que j'ai les pensions alimentaires? Ça arrive, ça part. Est-ce que j'ai les bonus, 3e salaire, etc. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Et du coup, vu qu'on n'a pas les visions claires sur combien on a déjà par mois pour dépenser, en fait, c'est en cascade parce que toutes les actions, toutes les dépenses, toutes les provisions, toutes les épargnes qu'on va faire derrière, ça va pas être bon parce qu'on se base sur les mauvais chiffres. Donc, dès les débuts, on pense qu'on gagne plus, par exemple. On gagne moins. On va avoir les soldes positifs. C'est la fête. Tu vois? Donc, les problèmes, on a pas mal, mais ces 3-là, ça revient assez souvent. J'ai l'impression que sur les points 2 et 3 notamment, il y a deux choses qui se distinguent. C'est cette visibilité, comme tu dis, qu'on n'a pas en fait. Et qu'en passant en annuel, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'ai l'impression qu'on vit toujours un peu dans une sorte de roller coaster, je sais pas comment dire. Ouais, les montagnes russes. Montagne russe, tu vois, émotionnelle, dans le sens où on se dit un mois, mince, je suis dans le rouge parce que par exemple j'ai avancé ces frais de santé et que j'ai pas été encore remboursé. Et l'autre mois où on va être d'un coup, on va voir le solde de ce mois-là avec le remboursement qui n'était pas attendu, etc. On se dit, super, il y a une montagne, et là évidemment on la dépense. Et donc, à moins d'avoir un système vraiment bien huilé et d'être franchement très, très rigoureux, je peux comprendre que ça soit difficile d'avoir cette visibilité parce qu'on raisonne toujours en mois par mois, enfin au quotidien. Et encore, c'est déjà assez long. Il y a des gens qui raisonnent semaine par semaine, quoi. Oui. En fait, plus généralement, les plus on a dans les plus des horizons de planification en cours. Donc, les gens qui vont être en découverte, les gens qui ont des problèmes d'argent, les gens qui ont vraiment une difficulté financière, les horizons de planification, il est souvent au jour de jour, en fait. Je ne sais pas comment je vais finir cette semaine, je ne sais pas comment je vais finir les mois. En fait, c'est tous les problèmes qui tombent tout le temps.
versus les gens qui sont sereines financièrement. Tu as ton horizon des planifications, ça commence à être un mois, un trimestre, un an. Pourquoi dans les médias, en tout cas, comme on vous sort les interviews d'inspiration avec les top patrons des boîtes internationales, etc., les gars, assez souvent, ou les femmes d'ailleurs, qui vont assez souvent parler de leur vision à 10 ans, à 5 ans. Donc, en fait, c'est ça, cette différence. Les gens qui gèrent, qui savent où est-ce qu'ils sont en train d'avancer, tu es capable d'avoir cette vision qui est d'ici 5 ans, je vais commencer à faire ça. D'ici 10 ans, il y a tel investissement. Bon, là, je parle d'investissement, mais même budget familial. En fait, d'ici 10 ans, ma fille va partir aux études, donc il me faut avoir suffisamment de côté pour payer les études, etc. Versus ces gens qui sont en difficulté, c'est mois par mois. Les problèmes avec ça, c'est que les plus proches, tu vois, des problématiques, les moins des leviers que tu peux appliquer pour changer les situations. Donc aujourd'hui, tu as découvert et tu as un chèque qui tombe parce que tu as payé le mois dernier et tu as complètement oublié. D'ailleurs, ça arrive très souvent aussi. Donc, on oublie les paiements par chèque ou tout ce qui va arriver plus tard, tous les paiements trimestriels, annuels, etc. Et là, du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Pas grand-chose, en fait. Tu es déjà dans caca. Versus, je fais mon budget annuel. Pourquoi je pousse très souvent, je donne même pas les choix aux gens que j'accompagne. On commence toujours par les budgets annuels. Tu commences à voir cet horizon à un an à venir. Quels sont les paiements trimestriels? Quels sont les paiements annuels? Quels sont les projets qui vont venir? Noël, anniversaire, rentrée d'école, etc. Quelles sont les épargnes qu'il faut mettre en place? Tu commences à réfléchir différemment. Tu commences à tout simplement réfléchir qu'est-ce qui va venir, qui nécessite un effort financier. Et du coup, quand tu es plus loin de cette date, tu as plus de leviers que tu peux faire. Parce que si tu fais ton budget annuel en octobre et tu vas que septembre prochain, tu vas être en découvert parce que tu as un paiement qui tombe, tu as beaucoup plus de choses que tu peux faire aujourd'hui pour éviter cette situation. Tu peux laisser les paiements, tu peux réfléchir comment économiser maintenant pour mettre de côté. Bref, il y a tellement plus de choses que tu peux faire. Donc, ça te donne beaucoup plus d'actions possibles. Et cette sorte de stress, si on parle de cette fameuse sérénité financière, en fait, le niveau de stress, ça tombe, tu gères les situations, tu peux faire quelque chose. Versus des situations que tu subis parce que tu n'as pas le choix. Et si je peux me permettre, assez souvent, les gens qui sont en difficulté aujourd'hui, je vais avoir les remarques, mais ça sert à rien de faire ces budgets annuels parce que je suis dans les... Dans la merde. Déjà. Et tu vois, donc, c'est tellement compliqué que je ne sais pas comment m'en sortir là, hier. Que ça ne sert pas. Au contraire, c'est exactement ce que vous permettre de commencer à avoir cette réflexion et sortir de cette difficulté aujourd'hui. C'est vous projeter et voir quelles sont les dépenses à venir. Encore une fois, ce matin, j'ai travaillé avec le budget annuel avec l'une des femmes que j'accompagne dans l'Académie des finances personnelles. Tout est bien à partir c'était quand? À partir d'avril 2024, on commence à être découvert moins 600, moins 700, etc. Donc, il me pose déjà les paiements qu'il va avoir. Donc, il a les connaissances aujourd'hui qu'il va avoir ces paiements à faire d'ici 6 mois, 7 mois. Et donc là, les premières actions, mais tu fais quoi pour ne pas être dans cette situation? Il faut juste laisser. L'une des actions les plus simples, c'est juste laisser les dépenses sur plusieurs mois et bam, on n'est plus à découvert. On a évité les pires. Mais là où je rejoins un petit peu les commentaires que tu reçois, c'est que c'est vrai que dans un premier temps, avant d'avoir cette vision-là, il faut un certain fond de roulement. Si tu es à découvert pour les 3 prochains mois, parce que tu n'as pas eu finalement le réflexe à l'avance de préparer les choses et que les dépenses, elles sont incompressibles et tu peux pas les repousser. Il y a la création du fonds de roulement au démarrage, et puis après, c'est vrai qu'une fois que tu es assigné, c'est bien d'avoir ce planning long terme. Mais un petit peu ma question liée à ça, c'est est-ce que ensuite, même si tu fais une planification annuelle, est-ce que dans le suivi, par contre, tu fais de façon mensuelle, parce que ça te permet aussi de voir, d'allouer un petit peu et de voir où est-ce qu'il peut y avoir des fluctuations, tu vois, possiblement avec des dépenses que tu sais qui vont être pas... qui vont pas être au même mois que la ressource qui est associée. Tu vois, on parlait par exemple des remboursements de sécurité sociale ou mutuelle. Comment, après, dans le suivi, tu fais ça? Absolument. En fait, tu fais macro vers micro.
tu viens de faire ton budget annuel. Une fois que tu auras fait ton budget annuel, félicitations, tu viens de faire 12 budgets mensuels. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, c'est pas parfait parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici 7 mois, etc. D'où le fait, encore une fois, en astuce, quand on fait les budgets annuels, il faut absolument pas finir à 0. Il faut avoir un minimum de marge de 10 à 15%, ton solde positif, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et du coup, tu prends ton budget mensuel et là, on fait les vrais suivis. Donc, on fait les budgets prévisionnels pour les mois à venir. Mais moi, tu fais ton prévisionnel. Peut-être il y a des choses qui ont changé déjà. Peut-être tu vas toucher moins, peut-être tu vas toucher plus, peut-être tu as une dette qui a tombé, les formations que tu as achetées, tu vois, assez souvent on achète les formations parce que voilà, on a les dépenses. Et là, tu fais ton budget prévisionnel au début du mois. Tu fais ton suivi mensuel. Il y a plein de méthodes différentes. Il y a les méthodes d'enveloppe, les méthodes de suivi des soldes de compte, les méthodes budget base 0. Et les gens qui vont tout simplement noter sur les cahiers tout ce qu'ils ont dépensé par jour. Il y a plein de méthodes différentes, mais avec ces méthodes, tu suis ton budget provisionnel. Donc, tu regardes tout simplement par rapport à qu'est-ce que tu as prévu au début du mois, comment ça va, est-ce que tu as dépensé plus ou moins, est-ce que tu as déjà en marge. Et d'ailleurs, pendant les mois, je vais l'expliquer juste après, qu'est-ce qu'on fait pendant les mois. Du coup, tu fais les suivis pendant les mois et vers la fin des mois, on fait les budgets réels et on compare les deux. C'est là où on fait les analyses. Donc, mon budget provisionnel, c'était tant. Mon budget final était tant. On fait les analyses des écarts pour comprendre, voilà, pourquoi est-ce qu'il y en a un certain écart, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là, notamment, on peut se rendre compte des choses que j'ai citées tout à l'heure, qu'on dépense plus ou moins pour la limitation, qu'on a un certain type de dépenses qu'on n'a pas pensé prévisionnelles. Or, ça existe. Dans mon cas personnel, les dépenses que j'ai prévision jamais, c'est les cadeaux pour l'anniversaire des copines de ma fille. Or, septembre, c'est l'exemple parfait en septembre, rentrée des classes, c'est génial, etc. Elle va aller à l'école, elle revient avec genre 5 invitations pour les anniversaires chaque semaine des mois parce que tout le monde va fêter l'anniversaire de juillet, août passé, etc. Et là, tu vois, OK, 5 cadeaux achetés. Même si tu prends un cadeau qui ne te coûte pas très cher, 20 €, etc., c'est déjà 100 € quand même. Et donc, quelqu'un peut se permettre 100 € sans aucune difficulté. Pour quelqu'un d'autre, ça va être une somme importante. Donc, par exemple, là, tout simplement, sans jugement, te dis, OK, je n'ai pas prévu ça, ça existe. Donc, ça veut dire que plus tard, et du coup, tu ajustes. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Encore une fois, ça, c'est les visuels. Tu comprends, moi, j'adore à donner les visuels qui vont être parlants, mais au moins, ça reste dans les têtes des gens et ils pourront rigoler plus tard, mais ça va rester. Les différences entre suivre ses dépenses pendant les mois et gérer ses dépenses pendant les mois, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pendant les mois, on va juste noter tout ce qu'on a dépensé. Et du coup, tu notes, tu arrives à la fin du mois, c'est « Oh merde, pardon, je suis encore à découvert. » Donc ça, c'est juste noter les dépenses. Versus gestion des finances. Noter les dépenses, c'est tu es en train de rouler dans les voitures, tu vois, tu as 100 à l'heure, tu vois un mur devant toi et tu fais « il a un mur, il a un mur, il a un... » Tu as l'accident des voitures. Là, tu constates que tu dépenses plus, tu constates que tu as beaucoup de dépenses, tu fais rien, en fait. Et du coup, à la fin, tu vas être en difficulté financière. Gestion des finances personnelles, gestion des dépenses mensuelles, suivi des finances mensuelles, c'est tu es en train de rouler, tu vois les murs, et là, au mur, tu fais quoi? C'est chiant, c'est désagréable, on ne prend pas le plaisir de les faire, mais on a évité l'excédent. Donc ça, c'est la même chose pour les suivis pendant les mois. Donc, comme on fait les suivis, on regarde qu'est-ce qu'on a prévu au niveau des budgets prévisionnels, et dès qu'on commence à voir les écarts importants, un imprévu qui a tombé, une dépense qu'on n'a pas prévue, on a dépensé plus qu'est-ce qu'on a pensé, etc. Tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Est-ce que ça veut dire que je dois réduire les dépenses ailleurs? Et les questions se posent où ailleurs? Parce que c'est compliqué. Est-ce que je peux gagner plus? J'ai des clients, par exemple, qui vont prendre le week-end et travailler pendant le week-end pour gagner plus 7 mois-là. Est-ce que je peux économiser quelque part, etc. Et là, encore une fois, on revient vers la logique. Si l'imprévu tombe là maintenant,
les plus proches on a à cette date-là, les moins on a des leviers à actionner. Versus si ça tombe, si on sait ça en avance, on a beaucoup plus de champs d'action. Et donc, c'est ça les suivis mensuels, que tu as ton budget prévisionnel et pendant un mois, tu suis ce que tu as prévu, tu vois, est-ce que tu es comment par rapport à ce que tu as prévu. S'il y a des écarts importants, pas à la fin du mois, là tout de suite, au milieu du mois, on se pose des questions, on fait quoi? Et ça reste des choix personnels parce que c'est ça les parties qu'on n'aime pas faire parce que on est responsable. C'est beaucoup plus simple de dire que ouais, je n'ai pas trouvé le choix, etc. J'attends très bien que les situations, c'est compliqué, on ne peut pas gagner x2 ou claquement des doigts. Mais on fait quoi? Ouais, non, mais c'est très logique. Et puis c'est vrai que j'aime bien l'idée de tout recours à une dépense imprévue, par exemple, va impacter le mois en cours, parce que si on n'a pas trop de roulement, on est à découvert, typiquement ce mois-là, mais aussi va impacter notre prévisionnel de 12 mois, parce que si on a ce trou-là au démarrage, a priori, on va le retrouver si rien ne change à côté au final aussi sur les mois d'après, pendant l'année qu'on s'était fixé. Donc, effectivement, avoir un tir de trucs de suivi dynamique, j'aime beaucoup cette idée. Dans un court instant, on verra quelles sont les dépenses cachées qu'il faut attaquer en premier, quel horizon d'épargne adopter et qu'est-ce que les femmes ont de différent des hommes dans leur choix d'investissement. À tout de suite. Ouais, le temps passé, effectivement, enfin, il faut qu'il soit passé pour ces choses-là. Je me posais la question, tu parlais de réussite tout à l'heure, en 3 semaines, de sortir du surendettement, de découvert chronique plutôt. Est-ce que tu as d'autres réussites comme ça et est-ce que les réussites comme ça passe par finalement la hausse, en général, c'est plutôt la hausse des revenus ou la baisse des dépenses? Tu vois, je t'ai donné l'exemple avec les... c'est ça que je cherche. Est-ce que c'était l'infirmière libérale ou aide-soignante? Voilà, bref, quelqu'un des professions médicales qui se déplace à domicile, là, c'était lié à l'augmentation des revenus, clairement. Versus les femmes qui étaient à découvert, vous pouvez lire les témoignages sur les pages de l'Académie des finances personnelles, c'est un vrai cas et je n'ai plus l'air comme ça, qui étaient au découvert chronique depuis plus de 25-20 ans, etc. Là, c'était clairement les mauvaises gestions, ils ne se rendaient pas compte combien est-ce qu'elles dépensaient où. Il fallait juste négocier quelques contrats, il fallait juste réduire quelques dépenses, changer un, deux habitudes de consommation, et ça remontait les peines. Au découvert, il y a plusieurs typologies de découverts, en fait, si on parle vraiment de découverts. Elle a les découverts qui est la même depuis des années. Donc, si vous voyez quelqu'un en face, si vous êtes quelqu'un qui a les mêmes découverts depuis plusieurs années, imaginons, moi, 600 € chaque mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque mois, vous dépensez plus ou moins la même chose et vous finissez avec plus ou moins les mêmes découverts. Donc, techniquement, dans ces cas-là, il suffit juste de prendre 3e salaire ou revenu exceptionnel ou je sais pas, pendant un mois, serrer les ceintures et solder ces découverts, vous allez finir à 0 parce que c'est les découverts qui ont le même montant parce que votre panier de dépenses, panier moyen de consommation, on peut dire ça, par mois, c'est plus ou moins la même. Versus quelqu'un qui est découvert qui est très variable. Là, il faut chercher d'où ça vient parce que c'est quelqu'un qui a moi 600 € par-ci, moi 200 € par-là, moi 2000. Là, il faut chercher les causes parce que ça veut dire que les dépenses ou les revenus qui sont très variables. Il faut aussi chercher d'où ça vient. N'importe quelle problématique financière, type découvert, etc., la plupart du temps, c'est les symptômes de quelque chose. Ce n'est pas les découvertes qui ont les problèmes. C'est les symptômes d'autres choses que vous faites ailleurs. Et cette autre chose, ça va être très personnel, d'où le terme finance personnelle. Les découvertes, ça peut être dans les cas où on ne gagne pas suffisamment, tout bêtement. On ne gagne pas suffisamment. On dépense déjà les minimums nécessaires, mais c'est juste qu'on n'a pas suffisamment de revenus. Ça peut être lié aux dépenses émotionnelles. Ça peut être lié aux dépenses irraisonnables. Vraiment quelqu'un qui va dépenser beaucoup. Ça peut être lié au manque de gestion. Ça peut être lié au on n'est pas d'accord avec mon conjoint. Chacun dépense de son côté, même si tous les deux dépensent de manière raisonnable, mais les deux, sans discuter, on finit à découvert. Donc, les conséquences, toujours, c'est les découvertes. Mais chaque fois, les découvertes, il est dû à quelque chose de différent. D'où le fait que j'insiste vraiment d'aller faire un budget annuel. C'est pas pour me faire plaisir, mais pour comprendre d'où ça vient dans votre cas. Et une fois que vous allez comprendre d'où ça vient dans votre cas, là, on peut discuter des solutions.
tu parles notamment par rapport au psychologique et à ces dépenses plaisir qu'on a du mal à supprimer, mais c'est aussi pareil pour les déséquilibres qui sont aussi nés de manque de visibilité. Est-ce qu'il y a il y a les progrès technologiques aidant, il y a des tonnes d'apps qui arrivent sur le marché, etc. Est-ce qu'il y a des béquilles maintenant qui permettent d'adresser ces deux problèmes ou de vivre mieux, de nous aider justement à être centré et à comprendre, à voir les fameux problèmes que tu arrives toi à identifier avec tes coachs, avec tes coachés, qui peuvent nous aider aujourd'hui plus que par exemple si on était en 2015 et on n'avait pas accès à ces choses-là, quoi. Ce sont des outils qui sont hyper intéressants à utiliser. Ça va vous donner les informations nécessaires, mais derrière, ça reste en humain. C'est comme toutes les applications qui arrivent aujourd'hui peuvent faire les sports. On peut faire les sports à domicile, on peut faire les sports dans les forêts, on a les salles low cost, on peut faire tout ce que vous voulez. Si derrière, on ne va pas se lever, mettre les tenues de sport et faire les sports, ça ne sert à rien. Donc, c'est toujours les humains derrière parce que oui, les outils vont vous rendre un joli tableau qui va vous permettre de voir où est-ce que vous dépensez, combien vous dépensez, vous faites ce pourcentage qui est en alimentation, dépenser X%, etc. Si vous n'allez pas prendre ces données-là et en faire quelque chose, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'information aujourd'hui. Vous n'allez pas passer des heures de faire ce calcul vous-même. Effectivement, c'est hyper pratique. Mais ce n'est pas votre portefeuille qui dépense. Vous ne rentrez pas dans les magasins et c'est, tu sais, les cartes de crédit par magie. Ils sortent des portefeuilles et commencent à payer. C'est vous qui faites l'action. C'est ça qui est les parties où j'ai les plus les critiques, surtout après tout mes interviews et tous les commentaires que j'ai dit, de dire ouais, c'est très simple pour toi de dire, tu gagnes bien ta vie, tu sais, attends, mais le nombre de commentaires que j'ai déjà pris, moi je suis au chômage, je sais pas quoi, etc. Mais qui est responsable de cette situation au bout d'un moment? Qui dépense? Qui choisit combien vous gagnez? Qui choisit comment vous vivez actuellement? Oui, ça fait mal d'accepter que c'est moi qui est responsable. D'ailleurs, si vous voulez, encore un exercice qui d'ailleurs, mes coachés détestent, mais qui aide énormément, en fait. C'est incarner cette personnalité. Et la personnalité étant, c'est moi qui est responsable. Pendant une journée, vous allez vivre, et tu vois, tout l'exercice en psychologie, ça n'a rien à voir avec les finances. Pendant une journée, vous allez vivre avec cette phrase, c'est moi qui est le responsable. Mettez-la sur les téléphones, mettez-la ici, où vous voulez, mais vraiment tout ce qui se passe pendant les journées, vous dites c'est moi qui est responsable. On va aller, je sais pas, on va passer Galeries Lafayette, par exemple, de dire ah, c'est ça qui est cher. Et là, tu dis bah non, c'est moi qui est responsable, que je ne peux pas me permettre ce sac-là, donc c'est pas le sac qui est cher, c'est moi qui gagne pas suffisamment. C'est oh mince, je ne peux pas partir en vacances. C'est moi les responsables que je ne peux pas partir en vacances. Donc peu importe qu'est-ce qui se passe pendant une journée, vous dites c'est moi qui est responsable, c'est moi qui choisis ça. C'est moi qui ne fais pas les changements. Là, ça fait mal. Mais ça fait mal. Mais ça permet de comprendre les choses. Bien évidemment, pas tout le monde va réussir. Bien évidemment, pas tout le monde va avoir cette vie des rêves. Et les réussites de chacun, elle est différente. Mais au bout d'un moment, pour commencer à introduire les changements, il faut accepter que déjà, il faut changer les situations et c'est la personne qui va les changer à votre place. Il y a personne qui va venir vous aider avec les finances personnelles. J'aime beaucoup ça. C'est vrai, on a souvent on prend le raccourci d'être en mode victime en disant il y a une autre force qui fait que c'est impossible. Et je trouve que dans le fait de ton exercice là, effectivement, qui fait mal, au-delà de comprendre, ça donne aussi un versant de sur quoi je suis, sur quoi je peux avoir moins un impact. Et c'est beaucoup plus optimiste et valorisant du coup de se dire bah si c'est le revenu, moi, il n'y a que moi qui peut avoir un impact d'augmenter ce revenu pour pouvoir attaquer ce problème-là. Et du coup, ça aussi te rend, ça te met plus à l'action que si tu te dis bon bah voilà, c'est un peu, ça fait la fatalité, le truc est trop cher pour moi, c'est ça. Pour moi, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai souvent les commentaires de dire allez, maman célibataire avec les enfants en charge, les gens qui sont au chômage. Je comprends tout à fait que maintenant, actuellement, les situations elles sont compliquées et vous êtes désespérés. Mais les questions se posent que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester dans cette situation et on va juste continuer à dire que tu sais, les commentaires ont sous des rires,
Je dis, qu'est-ce qui va changer dans ta vie si tu vas commenter les reels des cas de finance pour dire que c'est compliqué? Ou est-ce que tu dis, OK, donc je vais changer. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça va être compliqué. Mais tu vas commencer. Au moins, tu vas commencer, tu vas au moins essayer, quoi. Tu nous fais rêver avec peut-être 2-3 exemples de réussite vraiment marquantes, peut-être avec des chiffres ou des situations qui vont vraiment radicalement changer dans la vie de ceux que tu as accompagnés déjà. Repayer les dettes de 50 000 euros en un an. Acheter l'appartement pour auto-entrepreneur qui n'a jamais pensé accéder en propriété. Sortir des découvertes après 25 ans de découvertes. Après mes programmes, type Académie des finances personnelles, c'est mon programme phare, rentre vraiment de cette notion de psychologie, etc. On a eu des divorces, on a eu des séparations, on a eu des changements de maison, on a eu des changements de pays, déménagements, on a eu des changements de métier. Tu dis que ça n'a rien à voir avec les finances personnelles parce qu'on rentre dans les programmes pour mieux gérer ses finances personnelles, mais c'est tout un changement de vie qui est hyper important derrière parce que quand tu commences à travailler sur tes finances, tu commences à te poser les questions en fait. Est-ce que je suis satisfait avec ce que je gagne actuellement, ce que je dépense? Est-ce que je dépense selon mes valeurs? Est-ce que je dépense comme je veux? Est-ce que j'investis, etc. Et tout ça, ça entame les discussions sur toutes les autres sphères de notre vie. Et du coup, oui, on a eu les cas, et je considère que c'est le meilleur cas du monde, que quelqu'un qui va quitter les relations abusives qu'il a eues depuis 20 ans, et enfin, il va trancher, il va, pour de mieux, il va, divorcer. C'est pas à cause de moi qu'il va divorcer, bien évidemment. C'est le programme qui va pousser l'idée de dire, OK, financièrement, je peux me permettre. En fait, je peux. Et je suis suffisamment stable pour prendre en charge mes enfants, et je peux me permettre d'avoir cette vie. Donc, j'ai rêvé depuis des années, quoi. Et on a les cas comme ça, qui n'a rien à voir avec les finances personnelles. Mais pour moi, c'est encore plus important, tu vois, que dire que juste quelqu'un qui va économiser. Oui, on a les cas épargne de 10 000 en 6 mois, investissement et même des rapports en 8 mois, etc. On a les cas comme ça, bien évidemment. Mais pour moi, c'est beaucoup plus valorisant de dire que il y a aussi des déménagements dans les pays des rêves, aussi des changements de travail, il y a aussi des stabilités financières. Bah, bravo d'avoir occasionné tout ça. Des divorces, non mais franchement, non je rigole. non mais c'est vrai que c'est en fait c'est un révélateur de la vie des gens en fait, parce que c'est comme la nutrition, comme beaucoup de choses, mais c'est un facteur de vie important, l'argent en fait, quand on commence à y penser. Et donc c'est pas étonnant que ça nous fasse faire des changements drastiques. Une fois qu'on arrive peut-être à l'étape où on a assaini ses finances et on a un petit peu plus de visibilité, on a un fonds de roulement, on peut commencer à avoir un peu d'épargne. Dans quel support d'épargne, toi, d'investissement, tu penses que c'est pertinent d'aller? Alors, évidemment, ça dépend des objectifs, mais pour toi, peut-être, quel meilleur combo? Est-ce que tu fais partie de la team vraiment IMO à rendement, mais pas plutôt patrimonial, et puis derrière aussi en partie côté, action cotée sur un PEA, etc. Ou est-ce que tu vas plus sur des trucs un peu plus exotiques? Comment elle fonctionne, toi, ta pyramide à toi d'investissement? Ma pyramide à moi fonctionne en mode agnostique, complètement. Après avoir vu les cas des dizaines et dizaines de femmes, parce que j'accompagne principalement des femmes différentes, il n'y a absolument pas les solutions qui peuvent être applicables à tout le monde. Donc moi, je conseille toujours soit les femmes, après l'accompagnement qu'on fait en académie, nous, on a aussi les comités privés pour les femmes qui veulent aller vers l'investissement qui s'appelle Madame Investie. C'est très parlant comme nom. Et on a des coachs conseillers en patrimoine, donc pour les coachings des groupes, etc. Donc, c'est la première chose qu'on demande à faire, c'est tu poses ta situation en fonction de ta aversion à risque, ta situation, est-ce que tu as accès à crédit ou pas? Parce que c'est génial de dire qu'un investissement en immobilier, c'est cool. Si j'ai des clients qui n'ont pas accès au crédit, ou par exemple, ils vont en séparation, prenons les cas encore qui peut arriver, on est en séparation, on vient de vendre les maisons, ma situation personnelle ne me permet pas d'avoir un crédit aujourd'hui pour investir en immobilier. Or, on vient de vendre les maisons avec mon mari, ex-mari, donc j'ai du cash. Et du coup, ça va orienter les choix d'investissement. Donc, moi, j'ai essayé de rester les plus agnostiques possible. Et d'ailleurs, je n'ai pas les droits de donner le conseil à investissement parce que je ne suis pas en CIF, je reste une coach en finances personnelles.
D'où le fait que je prends des coachs ou des conseillers en gestion des patrimoines qui sont certifiés, qui ont reconnu sur le marché. C'est eux, d'ailleurs, qui vont te donner tous les conseils. Mais c'est part toujours des constats personnels. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta version à risque? Combien tu disposes actuellement? Est-ce que tu as l'accès au crédit ou pas? Cash ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as les enfants à charge ou pas? C'est quoi les constitutions familiales où tu es toute seule ou tu as les conjointes, etc. Et c'est en fonction des situations personnelles où on peut choisir l'investissement qui est plus adapté à ton cas, qui va être pas du tout le même type d'investissement qui est copine à côté, en fait. Donc, moi, je reste agnostique. Désolée. Donc, je n'y sais pas. Mais les seules choses que je sais, autant que coach en finance personnelle, si on n'a pas d'épargne de sécurité, vous n'y parlez même pas d'investissement. Donc, si on finit à découvert, si on a endetté, si on n'a pas d'épargne de sécurité, si on est dans les caca financières, on ne parle même pas d'investissement encore. D'abord, on règle ça et on commence à investir seulement au moment où on peut se permettre de perdre cette somme-là. Parce qu'un investissement à risque zéro, ça n'existe pas. Ce qui en soi est quelque chose aussi de plus en plus difficile eu égard en fait aux multiples offres qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, tu vois, en tant que IMO fractionné, enfin tout ce que tu veux, tokenisation, private equity, tout ça, il y a tellement d'offres qui s'accumulent avec un marketing vraiment alléchant, tu te dis, mais ouais, mais en fait, c'est facile de mélanger en fait la gestion du budget avec l'investissement, en disant que l'investissement pourrait être une des solutions à la gestion d'un déséquilibre budgétaire, tu vois. Ça peut être dans les cas pas extrêmes, mais dans certains cas, on a eu les chances. Effectivement, j'ai vu certains cas où on va prendre les risques à peut-être démesurés, parfois, mais ça va payer. Et du coup, avec les cash qu'on arrive à rentrer, tu as raison dans le sens que c'est aussi cette marketing-là, tu vois. Moi, je suis dégoûtée comme je vais voir tout ce podcast, je ne sais pas contre toi, passer, mais vraiment comme étudiante qui a acheté 12 immeubles de rapport et devenu rentière en 8 mois. Et là, tu es en mode, les gars, tu as eu les chances, quoi. Tu vas être étudiante, sans les CDI, sans les CDD, sans l'épargne de sécurité, sans le soutien des parents, sans rien du tout. Tu achètes ton immeuble de rapport et là, on pépin sur les toits. Ouais. Ah oui. Et là, tu vois, c'est ça que j'appelle les risques démesurés. Après, oui, on peut faire les belles. Ouais, c'est super, c'est le cash qui rentre et cette cash-là qui va aider effectivement les budgets mensuels. Mais les risques, attention, parce que moi, j'ai des tendances d'accompagner les femmes qui sont plus âgées. Je ne dis pas qu'ils sont vieilles, pas du tout, mais on n'est pas à l'âge d'étudiante non plus, avec les enfants à charge. Et assez souvent, après les séparations. Donc, moi, je reste tu vois, bon mère de famille, c'est très bien de vouloir aller vite, c'est très bien de vouloir faire d'un coup un achat des meubles de rapport, etc. C'est génial. Et tu vois, c'est ce type d'investissement qui, personnellement, ça m'est passion. Attention, on a des enfants derrière. Donc, non, c'est pas les actions et dividendes qui vont commencer à vous amener en rente mensuelle qui va résoudre votre découverte. Non, pas du tout. Donc, d'abord, l'épargne de sécurité. Ensuite, on s'entraîne avec les investissements qui sont plus au mode pépère, juste pour voir qu'est-ce que c'est, pour savoir c'est fait les mains, pour savoir si on panique ou pas, si l'action baisse, si l'immobilier, on a des problèmes, etc. Et après, pourquoi pas, mais étape par étape. Moi, je suis un homme, évidemment, donc je suis pas forcément bien placé ou je comprends pas forcément... Enfin, je peux pas mettre à la place d'une femme. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être aux femmes qui nous écoutent et qui... est-ce qu'il y a quelque chose dans ce dont on vient de parler qui est vraiment typique peut-être de la situation classiquement, voilà, que d'être une femme qui investit, une femme qui épargne aujourd'hui en France et qui pourrait les aider, ou voilà, c'était un conseil éventuellement particulier ou quelque chose que tu vois en particulier qui serait en particulier pour les femmes plutôt que pour les hommes dans les gens qui nous écoutent? Deux choses que ça me vient à l'esprit tout de suite, et d'ailleurs je vois ça assez souvent dans les communautés dont je te parlais tout à l'heure. Les femmes sont beaucoup plus amènes à investir selon leurs valeurs. Et c'est bien et pas bien à la fois.
Parce que là, on a toute une vague d'investissements, tu sais, l'investissement responsable, l'investissement dans les petites entreprises des coins, les crowdfunding, etc., qui dit, voilà, investissez selon vos valeurs. Donc, soutenez les petits business, soutenez l'investissement qui est bien pour la planète, etc. C'est bien et pas bien, parce que c'est bien quand on investit quoi on croit, et je comprends tout à fait cette souhait de ne pas financer sur ton énergie fossile, etc. Mais parfois, je vois que les femmes, sous prétexte d'investir selon leurs valeurs, aussi vont choisir l'investissement qui n'est pas rentable, qui n'est pas intéressant, qui est juste perte de temps, en fait. De dire que voici une entreprise qui potentiellement m'intéresse, juste parce que le chouette, je la utilise, propose l'investissement que dalle, avec les rentabilités que dalle, avec les tickets d'entrée hyper enlevés, etc. Mais je veux les soutenir, donc je vais investir. Et c'est là où tu vas, c'est stop. OK, vous pouvez investir selon vos valeurs, mais ça ne m'empêche pas investissement qui va vous apporter quelque chose. D'où le fait que, par exemple, dans le communauté Madame Investie, les conseillers en gestion de patrimoine, j'ai cherché précisément, c'est quelqu'un qui est spécialisé en investissement responsable, parce que c'est ça qui correspond à la souhaite des 95% de la communauté. Mais tu vois qu'il va quand même conseiller quelque chose qui est responsable, parce que je vois beaucoup des femmes, malheureusement, déplacer carrément la totalité de leur épargne disponible pour l'investissement dans les projets qui, dès le début, tu vois, c'est non, s'il vous plaît, non. Non. Ou par exemple, tu vas placer tout. Ça, c'est les premières choses que c'est bien, mais c'est pas très bien. Ça dépend. Tu vois, la réponse qu'on donne toujours, ça dépend. Les deuxièmes choses, c'est personnalité. Comme tu viens de dire, effectivement, on est beau de dire qu'il n'y a pas de différences hommes, femmes, etc. Si, il y a des différences. Donc, les femmes, elles vont réagir différemment. Elles n'ont pas les mêmes poids sur les épaules. Ils vont avoir... là, je ne veux pas me faire attaquer par tous les gens. Voilà, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc, à la fois, on va se sentir extrêmement responsable pour les enfants, mais à la fois, on va vouloir investir, à la fois, on va vouloir y aller, à la fois, on va se douter énormément. Et du coup, ce bagage émotionnel, c'est paralyse. Et je n'ai pas vu autant de problématiques chez les hommes. Tu sais, avec les hommes, on décide, on investit. Donc, on décide, on a peur, on se forme, on investit. C'est assez... Je n'ai pas dit que c'est, encore une fois, 100% pour tout le monde, etc. Mais les femmes, je vais voir beaucoup plus des hésitations. Et si on va les faire, on va faire en petite échelle et on va peut-être pas suffisamment avancer. Donc, on perd du temps, on perd des énergies qui, de base, on n'a pas beaucoup déjà, en étant des femmes, avec les enfants en charge, avec les travails, avec leurs conjoints, avec toute notre vie à côté. Donc, tu vois, on va beaucoup dire, on va investir en parking, tandis que ta situation financière te permet d'investir en T3. Le temps d'aller chercher les parkings, de négocier, de signer, etc., pour gagner quoi, 80 € par mois. C'est exactement le même temps nécessaire pour acheter les T3, pour faire la colocation, par exemple. Donc, je vais voir beaucoup cette besoin de soutien, besoin d'être accompagné, besoin de ne pas se sentir seul, besoin des preuves que j'ai fait quelque chose qui est bien avant d'avancer. Et du coup, malheureusement, ça va prendre beaucoup plus de temps pour les femmes. Surtout s'il n'a pas soutenu par son conjoint. Et là, c'est le cas. C'est souvent, on va hésiter, on va dire, mais non, il ne veut pas faire avec moi, donc je dois d'abord lui convaincre et après on va faire à tous les deux, etc. On va perdre des années et des années pour commencer. Tandis qu'on peut commencer dès maintenant, même, je ne sais pas, si vous n'êtes pas prête pour immobilier, on peut commencer en bourse avec des petites sommes. Cette dépendance des avis des autres, cette dépendance des conjoints, encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde, mais bref, je pense que tu comprends qu'est-ce que je veux en dire. Et d'où le fait en partie pourquoi on a créé cette communauté Madame Investie, parce que autant que femme, pourquoi c'est Madame Investie, tu vois, tout le monde investit, on a besoin de ça pour avancer, malheureusement. Heureusement, je ne sais pas. Mais c'est une vraie différence. Super, non, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont importantes pour toi, que tu penses que les gens pourraient bénéficier, dont les gens pourraient bénéficier pour continuer, enfin pour parler de ce sujet-là? Il y en a plein. Est-ce que je peux faire une promotion de mon fameux budget annuel, parce que je pense que c'est important. Vous pouvez aller sur mon site, je ne sais pas si tu vas donner les liens ou pas.
katiafinance.fr où vous pouvez trouver le modèle des budgets annuels téléchargeables. À ma connaissance, c'est pas très simple de trouver sur Internet parce que chaque fois, on vous donne le modèle des budgets mensuels. J'insiste, faites votre budget annuel. Ça, c'est les ressources gratuites, téléchargeables. Vous pouvez faire ça dès ce soir. Après, en fonction des intérêts que vous avez pour les sujets podcast, livres, site internet, communauté, c'est que apparaît beaucoup actuellement, c'est notamment cette notion de communauté, de ne pas être toute seule, d'avancer avec quelqu'un d'autre. Par exemple, les miennes, c'est Madame Investie, il en existe d'autres. Quelque chose qui vous pousse à l'action, parce qu'au bout d'un moment, c'est très bien de consommer les contenus, écouter, lire, tu fais les sports avec les podcasts, etc. C'est que compte, au final, ce que vous allez en faire. Donc, posez-vous les questions, qu'est-ce qui va vous pousser à passer à l'action? Ok, formation communauté, ouais, c'est vraiment ça pour toi le combo. Se former seul sur des livres, par exemple, il y a des ouvrages que tu recommandes en particulier? J'adore les livres, je les lis beaucoup. Je ne crois plus au modèle des auto-formations et au modèle de formation en ligne. Selon les sondages officiels, vous pouvez chercher l'information sur le net. Les nombres de gens, les pourcentages de gens qui achètent une formation en ligne, qui les finissent à regarder, c'est moins de 4%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont acheter les formations, bon, j'imagine c'est la même statistique pour les livres, etc., déjà, moins de 4% qui va les finir à regarder. Combien sur 4% vont passer à l'action et changer quelque chose? Donc, je sais que peut-être c'est pas ça que tu attends de moi, tu auras bien aimé peut-être les citations des livres, d'autres choses. Moi, je veux vraiment partir avec ce message que ça sert à rien de lire. Dites-vous qu'il faut mieux lire un seul livre, mais vraiment prendre le temps de tout noter et faire quelque chose que dévorer tous les livres, podcasts, etc. et ne pas en faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, tous mes accompagnements, même les sommets en ligne que je fais, il y a toujours les chats des participants, il y a toujours les communautés pour échanger avec les autres et faire quelque chose. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est tellement bombardé avec tous les messages, toutes les publicités, etc., que les probabilités que vous allez acheter les formations, vous allez les faire toute seule, vous allez passer à l'action. Ça marche. C'est presque à zéro. Donc, la même chose avec les livres. Donc, le principal, non, mais c'est très clair, le principal canal pour toi, enfin pour te joindre, c'est quoi? Tu préfères Instagram, c'est le plus simple. Instagram, c'est Katia Finance, donc @Katia Finance. Sinon, site web, vous avez toute l'information sur mes programmes d'accompagnement. Et mon chouchou préféré, c'est bien évidemment les communautés privées des femmes, Madame Investie, où notamment on a des challenges mensuels, on a l'engagement hebdomadaire, on a l'essor des parrainages entre les membres. Tout est fait pour vous pousser, bouger les fesses, à faire quelque chose. Bon, on a compris que c'est là-bas que ça se passe, effectivement. Non, après, c'est pas que les miennes, renseignez-vous, mais c'est juste mon message que pensez plus à la communauté ou quelque chose que vous allez faire, les choses, que juste les formations, lire les livres. Parce que même parmi les participants, Madame Investie, on a fait les sondages. Les nombres des livres qu'ils ont sur les étagères, qu'ils ont achetés, qui ne sont pas lus encore, et moi inclus, moi aussi, pareil. C'est par dizaines, mais on ne lit pas après. Donc, si vous voulez changer quelque chose, réfléchissez à une action qui va vous faire bouger. Et après, vous allez trouver les contenus en conséquence. Mais il faut mieux vous mettre en badise avec votre copine. Il faut mieux de vous engager auprès de votre coach, ou écrire à Paco et dire « Est-ce que tu peux partager en story mon engagement de lire tel livre d'ici la fin d'année ?» C'est des preuves, c'est pas les preuves, c'est les challenges sociaux. Ça marche beaucoup mieux que d'autres choses. Katia, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, c'était avec plaisir, j'adore. À très bientôt, salut à toi. Yes, salut. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!